Est-ce que tu fais des recherches? J'écris dans des genres, curieusement, où il y a besoin de faire de la recherche. La science-fiction, c'est pas si évident que ça. Enfin, sur ta Dans partie science-fiction, ou il y a science. fantastique. Ah ouais, mais alors si on commence à faire les hiérarchies, alors vas-y. Mais parce que pour moi, c'est de la recherche quand même. La recherche, si on définit Non, faire une ça requête comme... Google, c'est pas de la recherche. Pour moi, le filtre, c'est ça, c'est ce que ça fait avancer ton histoire. Je voulais prendre une minute pour vous remercier. Nous venons de franchir les 18 mois du podcast, 18 mois de production, et vos commentaires et votre présence nous encouragent vraiment à continuer. Je crois que nous avons un bon catalogue d'épisodes maintenant, avec des thèmes variés, des interviews. C'est le moment pour nous de faire grandir ce podcast, alors je vous demande juste de partager un épisode que vous avez apprécié ou dont vous pensez qu'il peut apporter quelque chose à une personne que vous connaissez. Partagez cet épisode. Et pour nous aider, vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton d'abonnement. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup à valoriser la chaîne et à faire découvrir le podcast. Encore merci et bon épisode. Vous écoutez le podcast littéraire du Haut de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Comment ça va, Cyril? Très très bien, il fait beau, on a changé de studio, ce qui est fun et intéressant. Voilà, il y a plein de nouveautés et d'organisations différentes du setup, c'est un défi pour toi. De nouveaux habitants, c'est cool. Aussi. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle, Cyril? On a prévu de parler au sens général des recherches ou de la recherche, ou des recherches plutôt, qu'on peut faire au service de l'écriture de nos histoires, donc au sens vraiment large. Donc, documentation, préparation en amont de l'écriture proprement dite, oui, on comment peut dire comme ça. Un manuscrit plus réaliste ou une histoire plus réaliste, qu'est-ce qu'il faut rechercher, à quel point il faut faire des recherches, est-ce que c'est utile dans toutes les histoires. Donc assez large, je pense qu'on va essayer de couvrir un peu toutes ces thématiques dans cette grande thématique. Absolument. Alors, pour entamer le débat, disons, est-ce que, tout simplement, je dirais, est-ce que tu fais des recherches? J'écris dans des genres, curieusement, où il y a besoin de faire de la recherche. La science-fiction, c'est pas si évident que ça. Enfin, sur ta partie science-fiction ou fantastique. Dans science-fiction, il y a science, et il y a toute une branche de la science-fiction où tu peux partir dans tous les sens, et on voyage plus vite que la lumière, et beam me up Scotty, et ce genre de choses. Et il y a toute une partie de la science-fiction où tu veux un certain niveau de réalisme, c'est-à-dire que tu veux au minimum que les choses concordent à peu près avec les règles physiques élémentaires et ce genre de problématiques. C'est ce que moi j'aime faire, et par exemple, si j'écris de la science-fiction et qu'il faut 8 minutes pour aller de la Terre à Pluton, pour moi, c'est pas réaliste, vu les distances impliquées. Donc, je vais faire des recherches, ne serait-ce que pour savoir la distance et combien de temps ça prendrait à telle vitesse pour caler mon histoire et des histoires de timing. C'est ce genre de choses pour la science-fiction. Ou de cohérence. Parce que du coup, c'est de la cohérence. Mais aussi t'es obligé de, finalement, si je reprends ton exemple, pour aller de la Terre jusqu'à Pluton, il me faut 8 minutes. Ok, admettons. Mais combien est-ce qu'il me faudra pour aller de la Terre jusqu'à la Lune, par exemple, avec ce nouveau référentiel? Sachant que c'est plus complexe que ça pour ce qui est oui, puisque des la vitesses. science-fiction, c'est là que ça se sent. Ça y est, attention, il est parti. Non, mais tu peux faire des choix du style aller tout droit du point A au point B, ou utiliser la force de gravitation d'une planète pour faire le tour, ce qui donne de l'élan pour aller plus vite dans la seconde partie du trajet. Et faire différents tours, ce qui fait qu'en kilomètres tu fais beaucoup plus, mais en temps tu fais beaucoup moins, en fonction de la vitesse que tu acquiers autour des objets célestes que tu contournes. Donc il y a plein de possibilités, et tu vois, ce genre de choses, je les ai apprises parce que j'ai fait des recherches par rapport à ça. Oui, mais alors je vais me faire l'avocat du diable par rapport à ces exemples précis, vu que c'est quand même de l'imagination et de la fiction au sens premier du terme, à savoir quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que tu peux pas faire ce que tu as envie? Encore une fois, si, tu peux faire de la science-fiction complètement farfelue. Et puis du coup, tu n'as pas besoin de recherche? Je pense qu'il faut faire de la recherche à partir du moment où tu en ressens le besoin pour la crédibilité de ton histoire. Il y a
probablement des gens qui écrivent sans recherche du tout. Mais si on prend un autre exemple, j'écris dans le genre thriller. Et personnellement, encore une fois, c'est un besoin que j'ai. J'ai besoin d'être précis sur certaines choses, comme une procédure judiciaire ou le nom d'une unité de police à tel endroit ou le type d'armes qu'ils vont porter. Ça me sert à deux choses. D'abord, il y a le côté cohérence, le côté apporter une touche de réalisme ou un peu plus encore de réalisme à une histoire qui par ailleurs serait complètement farfelue. Sinon, tous nos voisins seraient des serial killers. Vu le nombre d'histoires de serial killers qu'il y a publiées en fiction, il serait beaucoup plus répandu que ce qu'on a actuellement dans la population générale. Quoi, on ne sait pas. Et donc, ouais, je recherche ce réalisme, mais surtout c'est fun la recherche. Moi, ça m'éclate et j'adore apprendre des trucs. Et alors, c'est aussi ça le mauvais côté du couteau, c'est que ça peut aussi devenir un trou noir et tu peux perdre absolument un temps phénoménal à aller au fond des choses pour comprendre la thématique que tu as besoin. Donc il faut s'en méfier, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir la faire à dessein. Mais en dehors de ça, il y a la cohérence, et moi, ça me baigne un petit peu dans le monde dans lequel je veux écrire. Donc, si on reprend la science-fiction, de savoir ses vitesses, les objets célestes, les forces impliquées, le rayonnement cosmique, des bêtises comme ça, ça me donne une idée d'à quel point c'est un milieu qui est difficile à vivre, l'espace par exemple, et peut-être que c'est quelque chose que je vais faire retransparaître dans mon histoire, par choix, parce que je pourrais aussi balayer le problème en disant on est à une époque où on a réglé ces problèmes, on a des implants qui font qu'on n'a plus de problématiques de mutation génétique due au rayonnement, et puis le problème est ailleurs, mais moi j'aime bien avoir ce choix. Disons, c'est un petit peu de prendre ce parti pris, de dire ouais, mais on a trouvé une solution sans vraiment l'expliquer d'une façon. C'est un peu facile. Voilà, c'est un peu facile, et puis il faut pas prendre les lecteurs pour des idiots, quoi. C'est un petit peu ça aussi, je pense, parce que même si les lecteurs ont rarement poussé les recherches aussi loin que toi, enfin à part s'ils sont spécialisés dans le domaine, ce qui peut arriver. Tu peux, moi j'ai des exemples précis où on m'a réécrit sur un de mes romans pour me dire désolé, mais le Beretta. Ah, vas-y, alors, que vous sur utilisez, tes thrillers, alors. À l'époque où vous avez écrit, ça faisait 5 ans qu'on l'avait retiré du service, et maintenant on a tel type d'arme. Juste pour vous dire. Donc, il t'a insulté. Non, mais. Espèce de nul. Mais il m'a envoyé un gentil email. Par ailleurs, j'ai aimé l'histoire, mais si vous devez corriger un truc, par exemple, ça. Excellent. Donc, il y a des lecteurs qui sont pointus. Au point que pour la science-fiction, moi, c'était. Une des peurs que j'avais, c'était de ne pas être crédible par rapport à ça, parce que ma cible de lectorat est très pointue dans le côté science de la science-fiction. Et donc, tu te rates pas sur des trucs. Si tu fais des choses complètement incohérentes, notamment, si tu dis qu'il faut 8 minutes pour faire la Terre à Pluton, après, il faut être au prorata pour un truc plus court. C'est ça. Et si tu rates ça, même si au départ, 8 minutes, c'est totalement irréaliste, c'est réaliste à notre époque. Tu sais pas comment ce sera dans 18 000 ans? Non, c'est totalement irréaliste. Oh, mais regarde tout de suite. Bon, dans l'état actuel de nos connaissances. Oui, dans l'état actuel de nos connaissances. Non, mais quoi qu'il en soit, je te taquine. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Non, mais on a Star Wars où c'est acquis que les gens, on n'explique pas le phénomène, mais voyagent plus vite que la lumière, donc ils vont dans l'hyperespace. Là, cet effet magnifique, des étoiles qui défilent très vite autour du cockpit, qui leur permettent de faire de très longues distances en très peu de temps. Il y a ce genre de choses où tu vas voir on fout les gens au congélo pendant 9 mois et ils se réveillent plus tard, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités, mais je crois que comme tu as dit, il y a quand même besoin d'une cohérence, et pour avoir une cohérence, il faut décider quelles règles tu mets en place, et des règles qui se fondent un petit peu sur la réalité scientifique, en tout cas telle qu'on la connaît. Et puis après, tu as d'autres genres où les recherches, c'est une nécessité. On a notre assistante de caméra qui est en train de renifler. La caméra, donc qui est en train de renifler la caméra. Elle prend la confiance. Typiquement, c'est terrible. Le roman historique t'intéresse que certaines choses soient justes. Donc, probablement que ça mérite certaines recherches.
Alors, carrément. Mais je pense qu'en effet, selon les genres, c'est plus ou moins indispensable et tu peux respecter plus ou moins parce que tu... Et puis, voilà, il y a certains genres où j'imagine, peut-être par exemple en romance, où à part pour le décor, mais le décor va peut-être nécessiter de la recherche. Imagine que tu plantes ta trame dans une ville X ou Y, tu dois faire pas mal de recherches pour savoir comment est-ce qu'elle est que la rue, machin, est-ce qu'il y a une boulangerie dans cette rue. Enfin, si tu as envie de le faire. C'est le problème de la recherche, c'est que ça dépend beaucoup de l'auteur. Si moi tu me fais écrire de la romance, je vais faire des recherches. Et principalement sur le côté psychologique, comment ça se passe, quelles sont les étapes, pourquoi tu tomberais d'une manière ou d'une autre amoureux, pourquoi il y a ce côté passion, puis après ça redescend, etc. Je ferais des recherches comme ça, tu vois. Ouais, mais ça, c'est presque deux choses différentes. C'est de la recherche. Parce que c'est de la recherche, mais c'est de la recherche d'amont, c'est-à-dire c'est de la recherche pour maîtriser... Je fais pas de la recherche pendant que j'écris, moi. Sinon, j'écris pas. Non, mais c'est de la recherche par rapport au genre lui-même, parce que c'est un genre... nouveau. Oui, exactement. Tu n'en es pas familier. Maintenant, une fois que tu auras compris la psychologie humaine... mais c'est vrai pour tout. Une fois que j'ai l'information du nom de telle brigade de police à tel endroit, je l'ai. J'ai pas besoin de refaire la recherche pour retrouver cette information. Oui, c'est vrai. Donc tu peux réutiliser tes recherches, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des genres où il n'y a pas besoin de recherche ? Bah oui. La littérature blanche. Enfin, c'est pas un genre, tu vas me dire. Bah si, il y a besoin de recherche. Enfin, il y a besoin de recherche, mais pas spécifiquement scientifique. Mais tu peux en avoir plein. Enfin, je suis pas en train de dire toutes les littératures blanches n'ont pas besoin de recherche absolument. Je suis en train de dire dans la littérature blanche, tu peux très bien écrire un livre sans faire de recherche. Tu auras besoin d'une recherche. Enfin, alors oui, je suis complètement d'accord. Maintenant, il y a beaucoup de littérature blanche où il y a besoin de recherche, ne serait-ce que des recherches contextuelles. Je dirais, contextuel où est-ce qu'on se situe géographiquement, où est-ce qu'on se situe d'un point de vue historique. Si. Non, ça c'est... Je dis, ça y est, on n'est pas d'accord, troisième fois. Dont 2 qui suivent, ça va pas. Non, mais on n'est pas d'accord sur une phrase. Ouais, non, on continue tous les deux plumes quand même. On parle pas de la même chose en fait. Si, on va continuer du deux plumes. Ça devient de plus en plus intéressant. C'était tendu, c'est tendu. Vas-y. Natacha. Si je te dis que tu es tendu, tu es tendu. T'es tendu comme une crotte. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai hésité à la faire. C'est pour ça, ouais, non mais bon, bref. Pardon, chers auditeurs. Digression dans la digression, comme d'habitude. Alors, vas-y. On a réussi à se perdre. Non, c'est donc la recherche sur la littérature blanche, et tu me disais qu'il y en avait forcément. Et en fait, moi je te dis, c'est des décisions, tu décides de placer à un endroit ou à un autre. Mais est-ce que tu as besoin de faire des recherches? Pas forcément. Regarde le livre que je viens de te prêter, je suis ravie que tu l'aies accepté. Mais c'est un historique, ça, c'est différent. Mais c'est classé dans la littérature blanche. Alors c'est Les Arpenteurs du Monde de Daniel Kehlmann, qui est un livre qui est sorti il y a 20 ans. Chez Actes Sud, qui c'est de la biographie romancée. Connu et célèbre. Ouais, mais c'est quand même classé dans la blanche. Il y a M. Gauss, t'as intérêt à être fidèle à ce qu'il a fait à peu près, au moins dans les grandes lignes. Donc oui, il y aura de la recherche dans ce cadre-là. Énorme recherche. Donc pour revenir à ce que je disais, non, pas toute la littérature blanche, mais d'une manière globale, si tu décides d'écrire une histoire sociale entre les relations de voisinage de telle et telle personne, t'as besoin pas forcément de faire de la recherche. Donc tu peux très bien écrire le truc où tu fais un huis clos quelque part, tout est sur la psychologie des personnages, tu pourrais très bien te passer de faire de la recherche. Disons, je pense mais que on peut en faire aussi à toutes les sources. Voilà, je crois qu'après on est de toute façon d'accord, comme souvent quand on a l'impression qu'on n'est pas d'accord, mais je pense que c'est pas le même type de recherche, et tu as une différence entre une recherche qui est complètement inhérente à la thématique dont tu parles et qui est juste indispensable et sans laquelle tu peux pas du tout écrire ton bouquin parce que tu as tout ton squelette et toutes tes bases qui vont s'effondrer, ou des recherches ponctuelles.
Et ce dont je parle, alors peut-être qu'en littérature blanche, si tu es dans un roman contemporain avec des personnages où tu vas développer quelque chose de plus psychologique, de plus social, etc., rapport humain, etc., en effet, tu peux tout à fait partir du principe que tu fais pas de recherche, mais tu auras toujours un petit moment où ça peut être sympa d'aller vérifier. Je sais pas, imaginons que tu racontes l'histoire d'un bûcheron. C'est pas de la recherche, c'est du fact-checking. Ah ouais, mais alors si on commence à non, mais faire alors... des hiérarchies, alors vas-y. Mais parce que pour moi, c'est de la recherche quand même. La recherche, si on définit Non, faire une ça requête comme... Google, c'est pas de la recherche. C'est vérifier un truc au moment où t'écris, combien il y a de feuilles sur le trèfle. Mais c'est pas de la recherche. Bah non. Alors c'est vérifier un truc qui existe déjà. Enfin, c'est pas. Tu vas pas être très alors, pointu. c'est quoi pour toi la recherche? À partir de quand C'est me documenter pour avoir le plus possible de détails et d'éléments qui vont me permettre d'être utilisés ou pas dans mon récit pour augmenter le réalisme et l'immersion du lecteur dans le récit. Typiquement, mes histoires d'orbite et de vitesse à laquelle un vaisseau va se déplacer pour rejoindre Pluton, je vais peut-être pas m'en servir dans mon récit, mais ça va fortement influencer par exemple la façon dont les gens communiquent. Parce qu'il faut 4 jours pour que je t'envoie un message et 4 jours pour qu'il revienne. Il y a 8 jours avant que j'ai ma réponse où il faut que je fasse autre chose en attendant. Donc ça change toute la dynamique du truc. C'est ce genre de choses. Alors que vérifier au moment où tu écris si tu as juste ou sur un fait précis, c'est juste... moi j'appelle ça du fact-checking. D'accord. Donc Admettons. La recherche, c'est pour moi plus large. Tu vas te documenter dans le but d'écrire un roman. D'accord, donc ça va être pour un souci finalement de crédibilité, de cohérence générale. Crédibilité, réalisme, cohérence, immersion. Et typiquement, tu vas faire de la recherche si tu situes un roman contemporain, un policier, à un endroit que toi tu n'as pas visité. Regarder sur Google la forme des rues ne va pas être suffisant. Quelqu'un qui aura vécu là-bas, il va pas retrouver le truc. Mais si tu arrives à trouver un détail, discuter avec quelqu'un qui y a habité, et qui va te raconter que dans cette rue, il y a une poissonnerie, et les mardis, c'est là où ils reçoivent le poisson à telle heure, et que ça embaume toute la rue, ce détail-là, il est précieux. Et ça, c'est de l'ordre de la recherche. Ça va être beaucoup plus réaliste de parler de ça que de dire que la rue, elle est angulée à 30 degrés et qu'au bout d'un moment, elle tombe sur la rue machin. Je veux dire, tu veux prendre n'importe quelle carte et tu le trouves. Et ça immerse, ça fait plus d'immersion pour ton lecteur que la forme de la rue que tout le monde peut trouver. Alors, je suis complètement d'accord. Mais tu pourrais opposer à ça que moi, dans mon histoire où j'ai pas été interviewé le poissonnier qui est installé là depuis X années, etc., je vais quand même décrire cette rue avec ma compétence d'auteur, on va dire, et je vais moi m'immerger quand j'écris, et il va y avoir un petit détail, des petits détails qui vont immerger mon lecteur. Et tu trouves comment ? Mais que j'invente. Ah bah non, ça va pas. Enfin, ça va immerger le lecteur qui le connaît pas, oui. Mais tu perds du ce réalisme. sera pas. Mais alors attends, ça dépend. Parce que si ce que j'invente, c'est que y a des jardinières de géranium aux fenêtres qui sont roses et que c'est joli, qu'il y a un gars qui joue de l'orgue de barbarie et qui a etc. J'immerge aussi. Oui, mais c'est faux. Oui, mais peut-être que ta poissonnerie, elle va faire. J'adore quand tu n'es pas d'accord. Voilà, alors, en fait, après 2 heures de discussion, on va passer au point 2. Tout dépend de l'objectif que tu as en faisant cette recherche. Si l'objectif, c'est le réalisme, moi, ça me tord un orteil de foutre tes géraniums alors qu'ils n'existent pas. Mais ça te tord un orteil. Alors, je suis complètement d'accord. Maintenant, il y a peut-être... Mais si l'objectif, c'est que de l'immersion, t'as pas besoin de faire de recherche. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça apporte comme immersion de foutre des géraniums ou une fontaine mais c'est qu'est-ce que n'importe ça... quelle rue. Alors, je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte? Alors, moi, en je tant que lectrice, de savoir si la poissonnerie... Alors, sur les éléments clés... Ce qui marche le mieux, ce qu'on mémorise le mieux, c'est les odeurs, les sensations
Et en troisième, c'est le visuel, et après, auditif et visuel. Et c'est l'histoire de la Madeleine de Proust. C'est pas le fait que c'est une Madeleine, c'est le goût qu'elle a, l'odeur qui va lui rappeler quelque chose et qui va relier ça à un souvenir que l'auteur a. Et c'est la même chose que tu cherches à recréer. C'est ça qui rend l'histoire réaliste, dans le sens où, en tant que lecteur, tu peux t'identifier au personnage et te mettre dans sa peau et vivre à sa place. Et il te faut des détails sensoriels de cet ordre-là. Totalement d'accord. Après, que tu les inventes ou pas, c'est ton choix d'auteur. Mais si le but c'est d'être réaliste, autant avoir la vraie odeur de la rue, parce que tous les gens qui y seront passés, ils vont s'en rappeler. Alors, je suis complètement d'accord, mais... Si ton histoire, elle se passe dans le souk de Marrakech et que tu passes à côté des odeurs moi, je suis jamais allé, du coup, donc j'ai aucune idée. Je m'amuserais pas à le faire sans documentation, parce que, justement, je vais passer à côté sinon. Or, quand tu passes là-bas, peut-être qu'il y a un truc qui te saute au nez tout le temps et qui est très caractéristique de la ville. Ouais. Quand tu vas en Corse, moi, ce qui me saute au nez, c'est l'odeur du maquis. Si tu n'y as pas été, c'est difficile à comprendre. Et pourtant, quand tu rajoutes ça dans une histoire, il y a un côté immersif qui est intéressant. C'est pas que ça, mais... Est-ce que c'est... Oui, voilà. C'est... En revanche, que ça pose comme question, alors j'entends ce que tu dis et je suis plus ou moins d'accord, mais ce que ça pose comme question, c'est à quel point c'est nécessaire pour immerger ton lecteur, et est-ce que, jusque dans les détails, il y a des choses, je suis d'accord que c'est incontournable, et est-ce que tu risques pas un petit peu de te perdre dans des détails qui vont avoir d'importance que pour toi et pour trois lecteurs qui se courent après. C'est un des gros risques de ça. Il y a le risque de tomber dans un trou de lapin, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qu'une recherche sur Wikipédia t'amène vers un lien qui t'amène vers un autre truc, et puis 2 heures plus tard, alors que tu cherchais un machin sur le nombre de feuilles d'un trèfle commun en Europe, t'es sur oublié totalement la question. T'es sur une faune sud-africaine avec l'émeu est-il différent de l'autruche, et il s'est passé 2 heures pendant lesquelles tu n'as pas écrit, donc ça c'est un des dangers. Et l'autre, c'est d'avoir tellement exploré un sujet que t'as besoin de montrer que tu sais, et d'en mettre une tonne. C'est comme la confiture, faut pas en mettre trop sur les tartines, quoi. Sinon c'est plus du pain à la confiture, c'est de la confiture au pain. Donc il faut savoir doser, ça c'est juste. Mais plus tu maîtrises, effectivement, plus tu vas avoir du mal, je pense, à discriminer ce qui est vraiment important pour provoquer cette fameuse immersion chez le lecteur. Et je sais pas. Je pense que quand tu maîtrises un sujet... Si tu le sais déjà, que tu le maîtrises... Encore une fois, il faut partir de l'objectif de la recherche. Si tu fais de la recherche pour de la recherche, t'es chercheur, t'es pas écrivain. C'est la recherche pour la recherche. C'est pour le plaisir d'apprendre et de découvrir d'autres choses. Et après, ça devient un livre d'exposition de connaissances, c'est pas intéressant. Oui, il faut toujours garder à l'esprit que ce que tu mets dans ton livre, ça doit servir l'intrigue ou le développement des personnages, ou les deux. Alors bien sûr, mais justement, je pense que la difficulté quelquefois, c'est de te dire... Alors bon, c'est un tout petit peu différent, mais ce que ça m'appelle... c'est un peu différent parce que c'était pas sur de la recherche, c'était sur des connaissances professionnelles et par rapport... Au fait, j'ai écrit une histoire qui se passe à l'hôpital, pas Vangéviki, mais une autre, qui se passe à l'hôpital, qui se passe dans un service d'urgence. Et donc, je travaille dans un service d'urgence, je sais un petit peu comment ça marche, et la première version, j'ai écrit, il y a mon héroïne qui arrive dans un service d'urgence, et puis elle arrive au centre de régulation du SAMU, ça se passe en France. Elle arrive au centre de régulation du SAMU, et j'ai expliqué, aussi il y a quelques années, j'étais peut-être moins autocritique, mais j'ai expliqué tout le cheminement de comment ça marche, le SAMU, comment c'est avec les pompiers, que tu as le médecin régulateur, tu as l'infirmier qui s'occupe des pompiers, qui fait le lien, enfin, et j'avais vraiment, en toute sincérité, l'impression que c'était fondamental. Parce que... Mais maintenant que tu m'en parles, on sent bien, quand tu racontes ton anecdote, que non.
Bah non, mais c'est plus un manque mais- d'expérience que de... Alors, absolument. Voilà. Mais comment dire, moi, je me suis pas du tout autocritiquée à l'époque. Alors, un peu manque d'expérience, hein, mais je me suis pas du tout autocritiquée et ça me paraissait vraiment hyper important parce que sinon, on n'allait pas comprendre la suite. Mhm. Parce que si j'avais pas expliqué sur 3 pages quand est-ce que c'est les pompiers qui sont déclenchés et quand est-ce que c'est le SAMU seul, quand elle allait partir en SAMU, on allait se dire mais où sont les pompiers ? Alors qu'en fait, en vrai, tout le monde s'en tape hein, parce que ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'elle ressent, etc. Mais il a fallu que j'ai des bêta-lecteurs non professionnels de santé qui viennent me dire mais on s'en tape en vrai. Mhm. Et là, tout à coup, tu reprends ton texte avec un autre œil en disant bon, effectivement, pour la compréhension globale de l'histoire, il n'y a pas forcément besoin de mettre tous ces détails. Et en même temps, c'est hyper frustrant parce que toi, tu as envie d'expliquer avec plus de... T'as envie d'étaler ta science. Mais oui. c'est même pas étaler ta science, Bah, c'est si. d'être précis. C'est Oui. pas étaler Il y la a un science, filtre c'est être simple. précis. Est-ce que ça fait avancer l'histoire ou pas ? Si on est sur du statique à décrire des choses, non, ça ne fait pas avancer l'histoire. Est-ce qu'il y a un détail dans ce que tu racontes qui sert plus tard ? Non. Bon, faut le faire sauter. Je viens de jeter comme ça, on en a parlé en off, je viens de jeter 2300 mots, un chapitre complet, parce que je me suis fait plaisir à décrire quelque chose, un accident que je visualisais dans ma tête de manière très cinématique, avec des ralentis et tout. Et quand tu écris des ralentis, c'est vachement long. Hein. Bah oui, c'est Il faut 2000 mots pour décrire 1 minute 30 d'un accident, tu vois. Et quand tu relis le truc, ça a l'air super et absolument nécessaire parce que ton personnage vit le traumatisme de l'accident. Quand tu laisses passer 3 mois et que tu relis, tu te fais chier au 3e paragraphe. Parce que oui, on a compris, c'est bon, il y a un accident. Il est tombé. Voilà. Et ça ne fait pas du tout progresser ni l'histoire ni le personnage. Tu pourrais réduire ça en 2 paragraphes. Bon, le verdict est simple, tu fais sauter le chapitre. Clairement. C'est la même problématique avec la recherche. Donc c'est utile, ça t'ancre dans l'histoire, ça peut être immersif, il faut savoir doser, je pense que c'est ça le sujet. Et pour moi, le filtre, c'est ça, c'est ce que ça fait avancer ton histoire. Au global, hein, histoire, storyline ou histoire, les personnages. Est-ce qu'il y a une évolution soit de ça la personnage fait avancer, soit ça aide à la compréhension du fond et du contexte. Ce qui fait avancer. Alors, ce qui peut ne pas. c'est une mauvaise façon de le faire. Si tu dois donner du contexte, il vaut mieux que ça passe par des dialogues et des personnages, je pense. Oui, mais quelle que soit la manière. Mais je veux dire, je suis pas en train de parler de la forme et de la manière dont tu fais passer le message, mais est-ce que ce message-là est fondamental, quelle que soit la façon dont tu le fais passer, plus ou moins habilement. Et après, c'est vrai, d'où l'intérêt sans doute des bêta-lecteurs. Parce qu'après, en effet, alors tu disais, on a envie d'étaler sa science, c'est pas étaler sa science pour étaler sa science, mais je crois, en effet, c'est assez juste, c'est-à-dire qu'on a envie que les 3 jours de recherche qu'on a passés, ils soient pas pour rien, quoi. J'ai quand même passé... J'ai acheté 18 livres sur le sujet, je les ai lus, et voilà. Alors, quand est-ce qu'on s'arrête ? Quand est-ce qu'on estime qu'on est précise ta question. Quand est-ce que tu arrêtes de faire des recherches, entre guillemets, pour ton projet ? Ouais, c'est ça. Bon, après, tu vas me répondre... Ça dépend. Il n'y a pas de vraie réponse. Quand tu te poses la question, c'est qu'il faut arrêter en général. Mais c'est déjà un peu tard, à mon avis. Ouais. Quand tu es en train de te dire, est-ce que ça fait pas un peu 6 mois que je suis en train de rechercher et que je ferais pas mieux d'écrire ? Donc voilà. C'est pour ça que... Et je pense qu'on est tous coupables de ça, ou qu'on l'a été à un moment ou à un autre. Donc maintenant, j'ai une façon de faire où j'essaie de me protéger de ça, même si c'est encore bien bancal, parce que j'aime faire de la recherche, j'aime apprendre des nouvelles choses. Donc, et j'aime particulièrement rencontrer des gens. Quand tu questionnes les gens sur leur métier, ils sont toujours contents de te raconter. Bien et sûr. Tu découvres des trésors, donc c'est juste génial. Mais mon job, c'est d'écrire une histoire, c'est pas de rencontrer des gens, mais ça me permet ça. Donc il faut doser. Donc pour éviter ça, je mets quelque part des objectifs de recherche, même s'ils sont généraux. Pour écrire cette histoire, j'ai besoin de savoir ça, à peu près à tel niveau de détail, et ça, et ça, et ça. Et je vais chercher ces thèmes, je vais essayer de pas déborder de ça, et puis après j'écris ma structure. Et en écrivant ma structure, je vais découvrir probablement des nouvelles choses où j'aurais peut-être besoin pour le réalisme de refaire un peu de recherche sur tel ou tel point, mais là ça va être beaucoup plus ciblé. Donc j'essaie de réduire les choses comme ça.
Mais je pense que chacun doit trouver sa façon de faire. Je connais aussi des gens qui recherchent au fur et à mesure qu'ils écrivent, ce qui, moi, m'est pas possible parce que si je m'interromps au milieu de mon écriture d'un manuscrit, j'ai l'impression de ne pas avoir le même ton après quand je reprends. Mhm. Puis même, j'arrive à le voir quand je relis le texte en entier. Je dis, là, il s'est passé une semaine entre ces deux trucs parce que c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Faut pas s'arrêter au milieu d'un chapitre, par exemple, ou d'une dynamique, en tout cas pour moi. Donc, mais il faut se connaître, voilà, c'est à mon avis très personnel. Mais il faut garder en tête ces deux dangers qui sont de passer son temps à faire de la recherche et ou de passer son temps à exposer ce qu'on a récolté comme recherche. Garder ce qui est pertinent pour, à la fois pour le texte et pour l'intrigue et son développement, ou l'histoire et son développement. Et de toute façon, même si on fait ces erreurs, après, le vrai travail éditorial, c'est comme un sculpteur qui passe son temps à enlever des choses. Et tu enlèves jusqu'à ce que tu ne puisses plus en enlever, et c'est là que normalement tu as un texte qui est un peu plus ciselé, un peu plus précis. Donc voilà, il y a plusieurs étapes dans l'écriture où tu vas faire la recherche, l'utiliser, et virer des trucs que tu as mis en trop. Et à chaque fois, il faut garder en tête que ton objectif, finalement, c'est d'écrire un bouquin et pas de faire la recherche. Mais d'autant que tu as aussi un autre écueil qui est, tu l'as un petit peu évoqué, le fait qu'en faisant de la recherche, ça va t'amener des nouvelles idées. Oui. Et c'est un truc génial, ça. Alors c'est génial, mais là aussi, le rabbit hole, il fonctionne à plein, quoi, où tu découvres qu'il y a Je mets des timers, moi. Quand ça sonne, j'arrête. Il faut que j'arrête la recherche. C'est vrai, mais des fois tu dis mais c'est tellement bien, et comment est-ce que je vais faire pour l'intercaler dans mon histoire, parce que ça nécessite. Et puis après, en effet, on n'est peut-être pas objectif, parce que nous, il y a quelque chose qui va nous passionner, et puis notre lecteur, il n'a pas envie de partir dans 50 histoires. Ça, c'est une autre problématique. Et il faut savoir aussi... En même temps, si ton lecteur te lit, il y a une convergence d'intérêts qui arrive à un moment entre ce que tu as sorti dans ton texte et les intérêts du lecteur. Puis c'est pour ça que ça marche, et que le lecteur va aimer lire ton texte. Donc, oui, mais quelquefois tu peux... Faut pas avoir peur d'écrire dans une niche parce qu'il n'y a que toi qui va aimer ça, c'est pas vrai. Il y a sûrement d'autres personnes qui vont aimer. Donc... Non, mais ça c'est un autre débat. Mais je veux dire, le fait de dire tu fais une recherche, tu découvres un autre machin. Enfin, par exemple, je sais pas, sur un plan historique, tu vas faire une recherche sur ton personnage X qui va intervenir dans ton roman d'une manière ou d'une autre. Et puis tout à coup, tu vas découvrir que ce personnage X a eu une relation avec le personnage Y dont tu n'avais jamais entendu parler, et que l'histoire du personnage Y est passionnante. Tu n'avais jamais prévu de mettre Y dans ton histoire, mais ça va être très tentant parce que l'histoire d'Y, elle est incroyable, et etc., etc. Donc c'est aussi, je trouve, la difficulté de la recherche, c'est qu'elle t'emmène vers des choses, tu complexifies parfois parce que tu dis c'est tellement bien, il faut que j'en parle, alors que peut-être des fois, non. Enfin, malheureusement pas. Et donc, si c'est le moment de la recherche et de la documentation avant l'écriture, y compris avant, pour les architectes, le fait de poser toute sa structure, etc., il est encore temps de mettre le personnage. Donc, faut se poser les questions, toujours les mêmes. Est-ce que ça fait avancer mon histoire ? Est-ce que c'est pertinent, intéressant ? Est-ce que ce nouveau personnage mérite un ou plusieurs chapitres, ou une ligne narrative, ou pas ? Et si c'est pas, il faut se le garder. Il faut pas jeter ses recherches. Il faut les mettre dans un coin. Mais se dire, je ferai un tome 2. Why not ? Why not ? Mais voilà, donc c'est un travail que tu fais probablement en amont. En tout cas, c'est comme ça que je le ferai. Si tu découvres ça alors que tu fais des recherches au moment de l'écriture, parce que, encore une fois, moi, j'essaie de ne pas faire, ça va être beaucoup plus complexe. Pour le fact-checking dont tu parles. À part pour du fact-checking, mais ça va être beaucoup plus complexe d'intégrer une nouvelle ligne narrative dans une histoire préexistante. Sauf si t'es un jardinier. Mais je pense... Enfin, alors après, il faut absolument qu'on trouve un jardinier pur qu'on fasse venir ici, parce que je pense que ce serait quand même intéressant de savoir, parce que je me dis que même un jardinier... Mais il va s'ennuyer avec nous, un jardinier. Oh, je crois pas, personne ne peut s'ennuyer avec nous, nous sommes tellement éminemment sympathiques. Le jardinier, même si sur son histoire, il va pas construire, etc., mais j'imagine qu'il fait quand même des recherches
nécessairement, enfin, avant de se lancer, parce que jardinier, c'est une chose, mais tu as quand même une vague idée de quoi tu veux parler et de... Oui, mais c'est dans le sens où, comme il n'a pas un chemin prédéterminé à poursuivre, c'est plus facile, à mon sens, d'intégrer une nouvelle ligne narrative, un nouveau personnage. Mais c'est presque... Ça va juste réorienter le roman d'une autre façon. C'est drôle parce que j'allais presque dire le contraire. J'allais presque dire, mais en même temps, la recherche, t'as aucune raison de l'arrêter jamais parce que tu découvres à chaque fois un nouveau truc et puis tu dis, ah tiens, ça c'est bien. Et, enfin, après, quand je te dis que je mets un timer, c'est pas pour rien. Je pense qu'en tout cas, là où on est d'accord, parce qu'on est quand même d'accord sur certains trucs, c'est de dire, je pense qu'effectivement, il faut très certainement prévoir ce temps de recherche en amont. Et puis, une fois que tu as fini, en tout cas, le gros de tes recherches, ça ne veut pas dire que c'est interdit après d'en faire sur des détails, mais une fois que c'est fini, tu passes à l'écriture et puis tu ne retournes pas dans une phase de recherche. Ouais. Mais on revient sur ta question de tout à l'heure qui était intéressante, qui est de savoir s'arrêter sur cette première phase de recherche, et c'est complexe. Parce que tu peux vraiment aller dans beaucoup de détails pour rechercher, pour trouver de la documentation, pour trouver des détails qui pourraient apporter ton histoire. Il y a des auteurs qui vont te dire que c'est vraiment de l'ordre du ressenti et ils savent que maintenant ils sont prêts puis ils peuvent commencer. Il y a aussi le piège on vient de faire un épisode dessus, de la procrastination, de la clairement. résistance, qui est d'utiliser la recherche comme un prétexte à ne pas commencer ton roman. Et du coup, tu n'es jamais prêt parce que tu as toujours besoin de savoir plus de choses pour pouvoir commencer le roman et ça devient un prétexte et une raison à ne pas écrire. Donc, faut simplement savoir reconnaître ça et passer outre. Puis, il est toujours temps de refaire de la recherche par après. Absolument, mais je pense que ce que tu dis est pas mal du tout, de se dire, avant de se lancer dans les recherches, de dire, ok, c'est quoi mes objectifs ? Qu'est-ce que je veux apprendre ? Quel sujet je veux maîtriser ? De quoi j'ai besoin, oui. Voilà, de quoi j'ai besoin. Et si tu as bien défini les choses de manière pas trop resserrée non plus pour te laisser quand même la liberté de la découverte, mais pas non plus trop vaste, parce que, bon, si tes recherches, c'est le 15e siècle en France, ça va être compliqué. Donc, il faut que tu cibles un... Ça va être long surtout. Minimum. Tu n'écriras jamais. Et puis alors, bon, c'est pas le tout de définir déjà les recherches, quand est-ce qu'on les fait, quand est-ce qu'on les arrête. Et puis, en pratique, quelles sont les sources ? Toi, qu'est-ce que tu utilises ? Alors, tu disais quelque chose qui m'a intéressée, enfin, tout ce que tu dis m'intéresse, bien entendu, mais particulièrement le fait... mais si. Attends, j'essaye de rattraper le coup, ça fait 3 fois qu'on n'est pas d'accord, donc bon... le fait que tu dises que tu aimes bien aller rencontrer des gens qui sont... On pourrait appeler ça comment ? Des experts de tel ou tel domaine. On pourrait dire des experts du domaine ou des témoins d'une situation ou T'as des exemples ? Bon, typique. Oui. Merci Cyril. Passons au point 4. Mais j'ai pas écrit 50 romans non plus, donc pour la science-fiction, j'ai du mal à aller rencontrer des gens qui ont fait des voyages interstellaires. Thomas Pesquet, voilà. Si tu nous écoutes, on va t'inviter à duo de plumes. J'ai eu la chance de rencontrer des gendarmes à l'occasion de l'écriture de mon thriller. Et un avec lequel j'ai gardé contact, donc j'ai pu poser des questions, qui m'ont beaucoup aidé sur les procédures, le nom des choses, le langage utilisé. Il y a une espèce de slang qui est propre à la gendarmerie, qui est différent de celui de la police française, par exemple. Ouais, comme dans tous les métiers, un petit peu, je Exactement. pense qu'il y a cette espèce de jargon nous, professionnel. Dans le domaine de la santé, médecin, infirmier, on parle à peu près le même, avec les mêmes abréviations, etc. Oui. Qui d'ailleurs veulent pas dire la même chose d'un métier à l'autre, donc c'est encore rigolo. Ni d'un pays à l'autre. Ni d'un pays à l'autre. Donc c'est fun. Donc ils m'ont apporté ça, mais surtout, ce que je cherchais, c'était un espèce d'état d'esprit. Le problème quand tu écris sur une profession que tu ne connais pas, c'est que tu as des projections, en général fantasmées, et très influencées par ton milieu culturel et ce que tu as visionné ou lu ailleurs. Donc
Et beaucoup les films, je pense. Un exemple le plus pertinent que je pourrais te donner pour ce qui est des procédures policières, c'est en France, la gendarmerie se pointe à ta porte et tu leur dis « Bah non, vous n'avez pas de mandat. » Bah non, mon gars, en France, il n'y a pas de mandat nécessaire. La gendarmerie peut perquisitionner ton domicile. Il suffit que le juge ait ordonné ou que l'enquête le nécessite. Alors qu'aux États-Unis, il faut absolument un mandat signé d'un juge pour pouvoir pénétrer dans un bâtiment, enfin chez toi. Et donc comme on a grandi notre enfance à regarder des séries policières américaines, voilà, ce genre de truc rentre dans les croyances populaires et c'est faux. Et donc tu peux écrire faux parce que tu as grandi là-dedans et de se côtoyer avec des vrais gens du métier, gendarmes, policiers, etc. Ça te permet de corriger un petit peu, d'être un peu plus juste. Est-ce que ça va foirer complètement mon enquête policière ? Non, mais quand même, moi, j'aime bien faire des trucs suffisamment réalistes pour que ça ne tirerait pas un lecteur qui soit suffisamment pointu de son immersion à cause d'un détail comme ça. D'autant, alors je te rejoins tout à fait, d'autant qu'on s'aperçoit, alors l'autre jour j'ai eu un retour de ma bêta lectrice favorite, à savoir Zabouk, on ne présente plus Zabouk, qui est d'ailleurs venu sur Dur de Plume dans les premiers épisodes, bookstagrammeuse bien connue, qui est aussi ma bêta lectrice, qui ne travaille pas du tout dans le domaine de la santé, et je lui ai fait lire mon nouveau texte, un texte un peu dérivé de ce dont je parlais tout à l'heure, qui se passe dans un service d'urgence hospitalière, avec divers personnages du corps soignant. Et donc elle l'a lu, et un des retours qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a dit quand même, quand c'est écrit par un médecin, on y croit plus que quand c'est pas écrit. Parce qu'il y a des détails que tu arrives à ressortir. Et je me suis dit, c'est rigolo parce que c'est son ressenti de lectrice non spécialiste, mais il y a cette authenticité, je pense. Alors là, par le fait, on n'a pas besoin de faire de recherche parce que c'est notre quotidien. Parce qu'on est expert du domaine. Voilà, parce qu'on est expert du domaine, et ça illustre tout à fait le propos. Où c'est pas seulement... Mais ça illustre le fait que ce n'est pas seulement les lecteurs totalement experts, du domaine, qui vont voir qu'il y a quand même dessous une crédibilité et une authenticité. On est sur des signaux faibles, hein. C'est sur des petits détails, mais qui cumulés vont augmenter cette authenticité, que moi j'appelle réalisme. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi pour ça que du coup, quand tu n'es pas expert du domaine, il faut aller rencontrer les gens. Tu ne trouveras pas ce genre de détails et de niveau d'authenticité, j'arrive pas à le dire, mais bon, tu ne trouveras pas ce niveau de détail dans les livres, où c'est rare, alors que tu vas le voir en parlant, en discutant avec une personne du métier ou quelque chose comme ça. Après, alors tu peux peut-être avoir sur tout ce qui est documentaire, et parce que sur Internet, avec YouTube, avec tout ça, tu trouves quand même... Mais quel point c'est filtré, à quel point... Alors on est bien d'accord, d'un autre côté, comme tu disais, si tu n'as pas accès, ça dépend si tu as accès à la personne en question. Comme tu disais, Thomas Pesquet, c'est un peu compliqué, et les astronautes en général, c'est un peu compliqué. Donc, alors d'abord, si tu n'essayes pas, tu sais pas. C'est vrai. Deuxièmement, il y a des programmes spatiaux dans la majorité des grandes nations occidentales, donc tu peux probablement trouver des gens qui se rapprochent. Alors pas forcément un cosmonaute, mais parfois, pour le niveau de détail que tu veux, parler à quelqu'un qui connaît le cosmonaute ou l'astronaute peut suffire, ça dépend ce que tu recherches. Donc il y a toujours moyen de moyenner. Et puis, t'as le droit aussi de ne pas écrire sur les cosmonautes. Non, c'est un peu niche, tu vois ce que je veux dire, mais la grosse majorité, tu peux trouver des gens qui ont vécu ou des expériences similaires. Moi, j'ai un de mes personnages qui se fait blaster. Il est dans une pièce où il y a une explosion. J'ai vu les films, je vois les gens projetés contre les murs, etc. Mais en fait, en ressenti, qu'est-ce que c'est ? Et donc, à cette occasion-là, il y avait des entraînements avec les gendarmes où alors, ils ne se font pas blaster, mais par contre, ils font détonner des grenades à blanc et des grenades, tu sais, qui t'aveuglent et qui te rendent sourd quelques secondes, des grenades incapacitantes.
Et donc, pour s'y aguerrir, ils en prennent dans la figure aussi, enfin lors de leurs entraînements. Et donc, ils sont capables de décrire. Et c'est pas, les premiers temps, c'est pas du tout le blast, par exemple, qui est prédominant dans ton ressenti, mais c'est le côté désorientation dû au fait que tu perds tes moyens de repère principaux, qui sont la vision et l'audition. Tout ce que tu entends, c'est un acouphène, comme ça, super aigu. Et tu n'arrives pas à faire tu vois flou, tu n'arrives pas à te faire la mise au point. Ça, c'est le problème de différence de pression au niveau de l'œil. Ça met quelques secondes. Et après, il y a un problème d'accoutumance à la lumière. Et ces secondes-là, c'est pour ça qu'ils les utilisent. Tu es incapable de faire quoi que ce soit et ça leur permet d'entrer dans une pièce avec des otages, par exemple. Donc, ce ressenti-là, il est plus réaliste si tu le devines pas, mais si on te le raconte, on te dit non, lors d'un blast, tu n'as pas un effet de choc, tu as d'abord ça, et puis après seulement tu ressens la douleur, etc. Et ça va être vrai pour tout. Donc, encore une fois, tout dépend du niveau de réalisme et de la documentation que tu veux faire et de la recherche que tu veux faire. Mais rencontrer les gens, de la scène. Et alors bon, si c'est une scène clé et que tu veux, comme tu dis, pousser les détails du ressenti de ton personnage, etc., ça se tient. Après, c'est même pour des lieux, si tu discutes, on parle d'un village, Sicile, bord de l'eau, etc. On en a tous des représentations par les films. Éventuellement, tu as été touriste et tu t'étais baladé là. C'est très différent d'aller se balader dans un village en Sicile en tant que touriste et d'y vivre. Bien sûr. Et quand tu discutes avec la personne qui y a vécu même que quelques semaines ou quelques mois et que au fil de la conversation, tu chopes des petits détails du genre, mais moi ce que je retiens le plus, c'est le bruit des ménagères quand elles étendent leur linge, elles ont la conversation d'une rue à l'autre, enfin d'une façade à l'autre, tu sais, puis elles étendent leur linge entre les fenêtres. Et ce bruit-là de la poulie, moi, c'est caractéristique de ce village. Ça, tu le ressors et ça donne un réalisme qui est génial. Et tu peux pas le découvrir dans les livres, ni dans les documentaires, ou alors il est très bien fait. Donc, c'est ce genre de choses que tu vas rechercher. Je dis pas qu'il faut le faire absolument, mais si tu as cette occasion-là, ça fait le petit truc en plus. Tu veux quelque chose qui immerge vraiment ton lecteur dans un lieu, il faut rechercher ce genre de détails plutôt qu'une description visuelle classique. C'est une rue, il y a des lampadaires et des pavés au sol, super. Ouais, donc dans l'idéal, se rendre sur place quand on peut. Quand on peut, ouais. Rencontrer les gens quand on peut. Et encore, on vit à l'époque d'Internet, donc on a quand même cette chance de pouvoir au moins avoir des images, etc. Malgré tout. Ouais. Je reprends mon thriller, il y a une scène dans Annecy de fuite où un de mes personnages cherche à échapper à quelqu'un qui le poursuit. Et j'ai imaginé, avant de faire la recherche, qu'il utilise un immeuble avec une entrée, un immeuble à 4 entrées. Un immeuble qui serait au centre de 3 ou 4 rues. Et quand tu rentres dans l'immeuble, tu atterris dans une cour intérieure, mais tu pourrais ressortir sur une rue ou une autre, etc. Ce qui était génial du point de vue de l'intrigue, ça me servait beaucoup. Par contre, comme j'avais déjà situé beaucoup à Annecy, est-ce que ça existe à Annecy, cet immeuble-là ? Et j'ai passé quelques heures à trouver un immeuble qui correspond à ça. Du coup, j'ai déplacé un tout petit peu de quelques rues mon intrigue et je fais passer mon personnage par là parce que ça rend le truc réaliste et que ça existe vraiment. Probablement que le lecteur final s'en fout complètement et que ça n'apporte rien, mais ce côté réaliste, savoir que ça existait, etc., me séduisait, me permettait moi aussi de me rentrer dans l'histoire. Ouais, alors après, voilà, c'est aussi selon la sensibilité de chacun, parce que je crois qu'il faut également savoir quand même s'autoriser des petites variations avec la réalité, parce que t'es auteur et Bémol, que t'as c'était mon premier roman. Oui, c'est ça, parce que moi je pense notamment quand j'écris La Dormeuse, qui se passe à Pompéi. Alors il se passe en partie à Pompéi à l'époque juste avant l'éruption du Vésuve, et puis aussi en partie à Pompéi, une fois Pompéi, la Pompéi contemporaine. Alors je me suis vraiment beaucoup, je pense que c'est un des romans où je me suis le plus documentée, et j'ai même fait une biblio à la fin, tellement j'ai fait de documentation. Là pour le coup, j'avais de la difficulté à aller interviewer les natifs de l'an 70, donc j'ai fait beaucoup par... T'as fait 100. J'ai fait 100. Mais j'avais besoin, pour l'intrigue, à un moment de souterrain à Pompéi. Et
à l'époque, et c'est drôle parce qu'à l'époque où je l'ai écrit, donc en 2018, quelque chose comme ça, on n'avait pas de notion de souterrain à Pompéi. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, j'en mets parce que j'ai besoin pour mon intrigue. Je vais aller creuser. Alors voilà. Et donc j'en ai mis. Et puis quelques temps après, les archéologues ont découvert des souterrains à Pompéi. Donc je me suis dit, parfait, j'ai été visionnaire sur ce coup-là. Mais même si en réalité il n'y en avait pas eu, ça me gênait pas. Non, parce que bien évidemment qu'il faut prendre des libertés par rapport à ça. il faut prendre des libertés. Et puis si la liberté est assumée, voire expliquée, et tu vois, c'est pareil sur toujours ce fameux roman dans le monde de l'urgence, qui devrait sortir d'ici quelques temps. Il se passe un petit peu à cheval, il se passe en Suisse, mais avec il y a du personnel médical suisse essentiellement, mais aussi des Français. Et moi, j'ai une expérience à titre personnel médicale de l'urgence et des systèmes de soins, à la fois suisse et française. Et j'avais besoin pour mon intrigue de certaines choses qui existent en France et pas en Suisse, et certaines choses qui existent en Suisse et pas en France. Et je me suis beaucoup torturé le cerveau en me disant, mais où est-ce que je place l'intrigue, parce que il y a certaines scènes qui sont compatibles, qui sont helvético-compatibles, d'autres qui sont franco-compatibles, et je voudrais quand même parler de tout parce que dans la continuité de mon intrigue c'est nécessaire. J'en ai un peu discuté avec l'éditrice qui a balayé ça tranquillement en me disant mais non, mais de toute façon c'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux, faut juste tu feras une note en avant-propos en expliquant que c'est une fiction et que ça prend un peu sur ta double expérience, et puis c'est légitimé, et ça me paraît on verra, je vais peut-être me prendre les foudres de tous les services d'urgence des deux côtés de la frontière, mais je pense pas. Mais c'est quelque chose qui permet de prendre du recul par rapport à cette problématique, cette réponse bateau de dire mon gars c'est de la fiction, donc oui, ça peut pas être hyper raccord avec la réalité, forcément qu'il y a des entorses à la réalité. Mais encore une fois, parce que tu le sais, donc et tu as décidé que. Voilà, tout dépend de l'objectif. Si c'est par erreur ou par. Exactement. Méconnaissance. Méconnaissance, merci, je trouvais pas le mot. Mais je t'en prie. C'est quelque part une forme de j'allais dire fainéantise, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, si tu fais pas un minimum de recherche sur c'est de dire ça passe comme ça, parce que j'ai vu un film, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vu un film américain là-dessus, il y a quand même un certain niveau d'honnêteté à avoir je pense. Dans la plupart des récits, et c'est peut-être ça la limite qu'on cherchait tout à l'heure, c'est d'en connaître suffisamment pour pas qu'on puisse nous dire qu'on n'a pas cherché et qu'on fait de la paresse intellectuelle sur une thématique qu'après tout on s'en fout, c'est de la fiction, parce qu'à ce moment-là on écrit n'importe quoi, mais pas en faire trop pour étaler tellement de choses que ça devient ennuyeux pour le lecteur. Absolument. Alors on avait dans notre préparation de notre épisode, on avait fait une petite section développement personnel et psychologie, attention. Ce que les recherches révèlent sur nous. Mm-hmm. Et les obsessions personnelles, c'est là qu'on parle un petit peu de ce qu'il y a dans notre historique de navigation Google. Dans ce sens-là. Voilà, alors je rapproche deux sujets parce que je sais pas, on parle beaucoup. Donc, comme toujours, ça va. Non, Stéphanie nous a dit qu'on pouvait faire des épisodes longs. Alors, si tu veux savoir, on est à 50 minutes et quelques. Oh, ça va. On est là. Tranquille. Non, j'allais te répondre. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sérieusement à l'occasion, quand j'ai commencé à écrire sérieusement. Mm-hmm. Ce que ça m'a appris, c'est que je suis ADHD, clairement. Mm-hmm. C'est-à-dire que je pars très très vite dans tous les sens, chercher partout. Ça m'a appris aussi que j'étais très curieux de tout, alors que je pensais être un geek qui m'intéressait qu'à des trucs vraiment très niches, et c'est pas le cas. Je suis niche dans tous les domaines. Si le truc m'intéresse, je vais aller au fond du machin pour le connaître, quoi. Et tout t'intéresse en pratique. Et en pratique, j'arrive à trouver de l'intérêt dans quasiment tout, ouais. En même temps, c'est super. T'es curieux, t'es ouvert. Ouais, mais j'ai découvert ça en faisant ces recherches, parce que du coup, ça m'a desservi. C'est-à-dire que j'ai été victime de ça, de faire beaucoup de recherches sur des trucs qui sont pas du tout utiles.
sinon à moi perso, en tout cas pour l'intrigue. Donc donc ça m'a permis de trouver cet équilibre et d'affiner un peu. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle j'utilise des timers, c'est-à-dire que j'ai un temps défini de recherche. Si j'ai pas trouvé ce que je cherche en 1h20, c'est que je trouverai pas mieux, c'est que je suis allé trop loin. Donc je me mets des limites, sinon ça part. Je peux passer 3 jours sur la forme des chenilles au Congo, machin, je sais pas quoi. Enfin, c'est fou ça. Ouais, mais c'est passionnant. Et on a tellement. On a tellement de choses à disposition maintenant que ça peut être passionnant. Mais si tu t'intéresses aux gens, déjà à la base... Tu t'intéresses aux chenilles du Congo. Il y a pas mal de choses que j'ai recherchées. Tiens, le bon exemple, c'est celui de tout à l'heure. Visiblement, tu as découvert l'existence des... Enfin, je savais vaguement que ça existait. Les claviers mécaniques. Oui. Des claviers, des split keyboards, des claviers où on sépare la droite et la gauche, et des dispositions de clavier qui sont différentes. Et tu l'as découverte parce que c'est venu dans la conversation de manière très organique et très naturelle, et que moi je suis un gros geek qui fait aller chercher ça. Mais tu n'aurais pas discuté avec moi, tu l'aurais peut-être découvert plus tard, en rencontrant d'autres personnes. Mais c'est ça, si tu veux, c'est de toi-même, tu serais jamais allé faire des recherches sur le clavier mécanique, la force de frappe qu'il faut. Je t'ai parlé de trucs très précis, machin. Oui. Et alors que maintenant, peut-être que tu vas faire 2 ou 3 recherches pour savoir, et tu es presque sur le point d'en prendre un. Donc. Alors, je suis complètement d'accord, mais parce que j'en ai tout de suite vu l'utilité dans mon quotidien et dans mon métier. Tu as transféré tout de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on fait une généralité, les gens passionnés par leur métier sont passionnants. Tu les fais parler sur leur métier et ils deviennent passionnants. Je me souviens être allé à reculons avec un copain tourner un documentaire sur la des Alpes. Donc on descend les vaches de l'alpage jusqu'au village. À quel point ça peut être chiant, ça. Ah bah non. Et en fait, on est allé rencontrer un jeune couple qui venait de quitter la grande ville et s'installer, reprendre l'exploitation de leurs parents, etc. Et la rencontre avec ces gens était d'une authenticité, d'une sincérité qui m'a touché. Et j'ai compris pourquoi ils s'intéressaient autant à leurs bêtes, pourquoi ils les décoraient pour la des Alpes, la valeur des traditions, des tas de choses. Alors j'y suis allé à reculons à ce truc. Ouais. Et ça m'a tellement enrichi de rencontrer ces gens que je me rappelle toujours de ça quand j'ai l'impression qu'un truc va être chiant et que, en fait, regarde avant de dire, quoi, avant de juger sur pied. Tout à fait. Moi, les gens passionnés, c'est de toute façon, dans tous les domaines, c'est incroyable. Oui, ça c'est vrai. Et ça te fait découvrir des choses où tu pourrais te dire, bah non, les chenilles du Congo sont pas passionnantes. Bah ça dépend de qui tu rencontres. C'est vrai. C'est pas tant les chenilles, mais c'est la personne qui va te les faire découvrir. On est sorti encore une fois. Ouais. J'essaye de récupérons. La sous-section, c'était parce que je suis parti vraiment à côté, mais non, qu'est-ce qu'on découvre sur soi-même en faisant ces recherches? C'était un petit peu ça, mais peut-être. Mais anecdote ou c'était quoi le truc? Bon, c'était ce que tu veux. Tu peux aller sur l'anecdote. Ah bah si tu veux, je vais sur l'anecdote. Oui, j'ai bien aimé cette anecdote. Non, mais je vais réfléchir pendant ce temps, mais vas-y. On fait beaucoup de recherches, donc tu vas vite cumuler un certain nombre d'onglets ouverts sur ton navigateur internet par exemple, et c'était l'époque où j'écrivais ce thriller. Je faisais des recherches à la fois sur les armes à feu, sur l'impact au niveau dans le corps quand tu te prends une balle, énergétique, les dégâts que ça fait, le cône d'accrétion d'une balle qui explose, les dégâts que ça fait derrière, comment on peut les réparer. Donc tu vois, je vais déjà bien dans des niches, j'ai déjà une dizaine d'onglets ouverts. De ça m'a amené à la poudre. Donc j'avais des onglets sur la poudre, les différents types de poudre utilisés dans différents types de munitions. Et de ça m'a amené un onglet bombe notamment, etc. Jamais. Donc je prononce même pas le mot. Je suis au 30e onglet ouvert comme ça, dont un sur les bombes, les munitions et des choses comme ça. Et là sonne l'embarquement de mon vol. Je partais pour Londres. Je ferme vite mon laptop et
on rentre dans l'avion, on vole. J'atterris je passe un vol très bien, j'atterris là où je dois arriver, c'était London Heathrow. Et on fait la file d'attente pour arriver chez les douaniers. Et là, je commence à avoir une sueur froide qui est de me dire que si jamais ils me demandent d'ouvrir mon ordi et qu'ils voient tout ce que j'ai ouvert, les bombes, les dégâts sur les corps humains, les pistolets, un policier pourrait se poser un petit peu la question de ce que je foutais à Londres avec ce truc. Et j'ai eu peur à ce moment-là de devoir m'expliquer. J'étais pas encore publié, donc j'avais pas de roman. Donc en gros, j'étais un lambda qui faisait des recherches un peu tendancieuses, surtout d'un point de vue policier, d'un point de vue d'un gars dont c'est le rôle de protéger sa population avant de laisser rentrer des psychopathes qui font des recherches sur comment on peut faire du mal aux gens. Donc ouais, c'était ça mon anecdote. Et évidemment, j'ai pas été. On m'a pas demandé d'ouvrir mon laptop. C'était 2011. C'est beaucoup plus courant maintenant de se faire ouvrir le laptop, de demander, en tout cas pour les anglo-saxons, de demander à voir le flux Instagram de quelqu'un, etc. Parce qu'ils font ce genre de recherche maintenant. Mais moi, ce qui m'en est resté, ça reste une anecdote. J'ai eu peur, puis j'avais tort. Mais je ne traverse plus une frontière avec mon laptop en veille, par exemple. J'aurais fermé tout mon historique et j'aurais éteint le laptop avant de traverser une frontière. Bon, moi, je traverse une frontière la semaine prochaine, je vais me poser la question, du coup, alors que je me la posais pas avant. Mais bon, en même temps, moi, j'écris pas, en tout cas en ce moment, pas de choses. Si t'as rien de compromettant. Ouais, non, pas spécialement. Pas spécialement, mais c'est rigolo. Bon, après, je pense que de toute façon, c'est de plus en plus vrai, pas seulement. Enfin. Ah, c'est clair que si vous vous amusez à regarder mon historique de recherche, ça peut faire peur à certaines personnes, selon les thématiques que tu écris, quoi. Ouais. Enfin bon, ils découvriront assez vite aussi que justement t'es auteur et puis que... Maintenant, c'est peut-être plus simple à expliquer, oui. Je pense que c'est plus simple à expliquer. Mais effectivement... T'as une anecdote, toi, sur les recherches ? Non, pas spécialement. Moi, c'est plutôt le contraire, entre guillemets, où tu parlais de la des Alpes. Moi, mes premiers romans, c'était un petit peu dans ce domaine-là, mais avec les chevaux plutôt que les vaches. J'avais écrit une histoire d'une famille d'éleveurs de chevaux. Donc, sans rien connaître aux chevaux. Alors, en toute honnêteté, à titre personnel, en connaissant vraiment pas grand-chose aux chevaux, je pense que la dernière fois que je suis montée sur un cheval, c'était... j'étais un peu montée sur un cheval à l'adolescence, et puis d'écrire ça m'a donné envie de remonter sur un cheval. Donc c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée en Suisse. Je me suis dit, il y a un centre d'équitation pas très loin de la maison, je vais aller m'inscrire. Puis je suis de nouveau montée sur un cheval, et ça m'a convaincue que c'est pas totalement mon truc. Et à la rigueur, monter sur le cheval, pourquoi pas, mais avant de pouvoir d'avoir cette vision romanesque où tu galopes sur le cheval accru avec tes cheveux dans le vent, tu tournes sur un manège en te faisant mal au dos, et après tu grattes les sabots de la bête pour enlever le crottin. Et il y a des gens, c'est leur truc, et moi ça l'était pas. Bref, donc comme ça j'ai fait ma double expérience, et voilà. Mais en parler, j'aime bien. Et puis ça m'appelait tout un univers romanesque qui me plaisait beaucoup. Alors je me suis bien évidemment documentée. Alors ça commence à remonter, parce que j'ai écrit ça devait être autour de 2010, quelque chose comme ça. Donc je m'étais documentée beaucoup. J'avais dû rencontrer quelques personnes qui faisaient du cheval ou des choses comme ça. J'étais pas allée en toute honnêteté, au risque de décevoir mes millions de lecteurs. J'étais pas allée. Ça se passe en Ariège. Je suis jamais allée en Ariège faire une montée à l'estive pour voir comment ça se passe. Là, j'ai un petit peu brodé. Et puis je me suis en revanche pas mal renseignée sur plein de termes d'équitation, les choses. Enfin, j'avais fait pas mal de recherches. Mais je l'avais fait un petit peu instinctivement. J'écris mon truc, me dis ok, parfait. Et en fait, ce que j'avais pas mesuré, c'est que dans le milieu du cheval, c'est des vrais passionnés. Les gens qui aiment les chevaux, ils aiment les chevaux. Les gens qui font du cheval, ils pensent cheval, ils dorment cheval, ils mangent cheval, ils savent tout sur les chevaux. Alors c'est bien pour un auteur, parce que du moment que tu as un cheval sur ta couverture, tu as tous les amoureux de chevaux qui se précipitent dessus et qui l'achètent. Mais après, ils partent un peu du principe... que t'en es.
Ouais, exactement. Et que alors moi, j'avais des questions qui me donnaient, c'était mon premier roman, hein, donc qui me déstabilisaient beaucoup et qui me donnaient une espèce d'impression d'imposture à l'époque, parce qu'ils me disaient mais alors vous montez, où est-ce que vous montez, vous avez un cheval vous-même, ou voilà, et plein de questions, et toi t'es là. Ben non, en vrai, alors je savais pas, je noyais un peu le poisson parce que j'osais pas trop dire. Et puis c'est marrant parce que on pose pas ces questions-là aux auteurs de thrillers. Alors vous découpez des gens. C'est vrai. Alors complètement, mais c'est particulier à l'univers du cheval. Si vous écrivez un truc sur les chevaux, attention à vous poser ce genre de questions. Et ouais, j'étais assez mal à l'aise, ce qui était bête finalement, et c'était d'autant plus bête qu'après les gens qui l'avaient lu venaient en me disant waouh, c'était super. Et j'en ai plein qui m'ont dit on voit que vous adorez les chevaux et que vous êtes passionné. Même question, mais en l'ayant lu, et à ma grande surprise, même, enfin grande surprise entre guillemets, mais j'avais fait le job, mais je l'avais fait un peu par hasard. Tu sais, c'est comme en médecine quand tu fais un bon diagnostic et tu sauves la personne, mais en fait, t'es passé à 2 doigts. Les gens le savent pas. T'es passé à 2 doigts de pas penser au diagnostic, et puis tout à coup, en dernier recours, t'y penses. Tu sauves la personne, tant mieux, mais t'as une espèce de peur rétrospective de te dire « Oh, j'ai failli rater le diagnostic », alors que tu l'as pas raté. Et ça m'avait fait un peu la même chose. Je m'étais dit « Mais je me suis lancée comme ça, mais complètement relax, alors que j'aurais dû... » Ben non, je l'avais fait, mais tu vois ce que je veux dire. Et après... j'ai écrit un 2e tome, et pour le 2e tome, j'ai blindé les choses à fond. Et donc, je me suis encore plus documentée. Et en revanche, j'ai évolué aussi d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu les mêmes qui venaient et qui me disaient alors, vous montez, etc. Et j'ai osé me dissocier de mes personnages et de mon histoire, parce que c'était pas biographique, et je me suis rendu autobiographique du moins, et je me suis rendu compte que j'avais le droit, et que ça ne diminuait pas la valeur de ce que j'avais écrit, de dire non. Et puis heureusement, parce que sinon, comme tu disais en préambule, il faudrait tous qu'on soit tueurs en série pour voilà. Mais quelque part dans ta documentation, tu as dû savoir trouver certains détails qui parlent suffisamment à la fibre j'allais dire chevaline, mais à la fibre, voilà, suffisamment au réalisme de ce milieu-là, oui, pour qu'il s'y retrouve et qu'il te reconnaisse comme l'une des personnes qui sait ces choses-là. Donc tu as fait le bon job, quoi, suffisamment. Oui, mais alors sans comprendre à l'époque l'importance que ça avait, en fait. Mais ça me l'a fait comprendre a posteriori, en me disant ouais, c'est bon, j'avais fait ce qu'il fallait. Puis ensuite, sur les romans que j'ai écrits par la suite, j'ai été vraiment beaucoup plus active dans mes recherches. Enfin, je les ai fait, c'est pas tant active, mais avec plus d'intention, je dirais. Vicky, il y a toute une partie où c'est le milieu de la danse sur glace professionnelle. Ouais. Je pense que tu as dû te documenter aussi pas mal, non ? Oui, alors tout ce milieu-là, j'ai essentiellement. Moi, j'ai une amie qui est une patineuse artistique professionnelle. On en revient à quelqu'un qui a vécu clairement, alors, il y a aussi eu toute une part de documentation, mais qui est de la documentation comme ce que tu disais tout à l'heure avec ton immeuble à Annecy, c'est de savoir où est-ce qu'il y a des patinoires, à quelle distance c'est. Là, à un moment donné, dans un tout autre registre, il y a un type qui tombe dans un escalier, au début du roman, qui tombe dans un grand escalier suffisamment pour se faire très mal et motiver l'intervention du SAMU. J'ai passé un grand moment à chercher dans le canton de Neuchâtel un endroit qui soit adapté. Et puis après, pour toute la partie effectivement patinage artistique, j'ai passé beaucoup de temps avec cette amie que je remercie. Et, une des manières de la remercier a été de lui donner le prénom, de donner à la mère de Vicky son prénom, parce qu'elle s'appelle Céline, qui m'a permis... ma Céline, il ne lui est pas arrivé ce qui arrive à Vicky, mais en revanche, elle m'a à la fois amené beaucoup de matière, je dirais, sur l'environnement du sport professionnel, de ce sport-là en particulier,
de ce sport-là en particulier en Suisse, avec tout cet aspect de l'enfance et l'adolescence du sportif de haut niveau en général et dans ce milieu en particulier, comment ça se passe, parce que c'était vraiment son vécu. Et puis après, tout l'aspect harcèlement, etc., qu'elle n'avait pas vécu elle, mais qui est quand même quelque chose qui est... Oui, et puis qui est quand même une problématique assez... malheureusement un peu d'actualité aussi régulièrement, ce genre de choses. Donc, mais oui, là j'avais vraiment en direct la source de documentation pour que ce soit réaliste. Et puis puis sur toutes les scènes, alors il n'y a pas énormément de scènes sur la glace, de scènes vraiment techniques. Je crois qu'il y en a peut-être 2 où vraiment et là je lui ai demandé, enfin c'est pas elle qui les a écrites, mais je lui ai dit voilà, la gamine elle va faire un super enchaînement, elle a tel âge, elle a tel niveau, elle va faire un truc qui époustoufle tout le monde, dis-moi ce qu'elle fait. Parce que moi, sorti des axels et des double loots, que je sais pas à quoi ça... c'est juste ce nom-là. Je connais que le nom. Je connais que le nom. Et donc, elle m'a dit... alors j'écrivais des trucs, puis je l'envoyais, puis elle me disait... Non, mais là, elle a 6 ans, elle peut pas faire ça. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et en effet, c'est ça qui fait l'authenticité, qui fait que même si c'est lu par des patineurs, et t'as régulièrement, enfin, c'est vrai, j'ai régulièrement des gens en salon, en dédicace, qui disent « Ah, ma fille, je vais le prendre pour ma fille, elle fait du patinage artistique, etc. » Bon, je suis assez tranquille. Ouais. Je suis assez tranquille, je suis même tout à fait tranquille. Je dis, de toute façon, ça a été validé par une experte. Donc tu vois, recherche documentation et recherche d'expérience, finalement, on peut s'en servir dans toutes les littératures, j'ai l'impression. Parce que finalement, c'est vrai, ouais. Moi j'ai une duologie fantastique. Qui dit fantastique dit il y a un élément fantastique dans une réalité partagée. Et donc la réalité doit avoir des accents de réel, tu vois. Typiquement, il y a dans mon premier tome un endroit aux États-Unis qui est sur le trajet d'un barrage qui, s'il pète, va faire des dégâts. J'ai mis un moment à trouver le bon village, alors que ça sert objectivement pas... Une phrase, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le nom de la ville, mais j'ai trouvé l'endroit qui est pas loin dans le Montana, pas loin du Canada. Et pareil, dans un deuxième tome, j'avais besoin d'une civilisation ancienne qui est disparue de manière inexpliquée, mais qui était rayonnante, et ça m'a, après quelques recherches, amené vers Angkor et la civilisation khmer. Et de là, j'ai pu construire le reste de mon intrigue. Donc il y a toujours une petite part de recherche que tu peux utiliser, une petite part de documentation, et qui m'a permis d'avancer l'histoire. Et c'est vrai que finalement, en tant que lecteur, le bouquin auquel je faisais référence tout à l'heure, Les Arpenteurs du Monde, avec Gauss, effectivement, et puis Humboldt, que j'avoue je ne connaissais pas, qui est un explorateur allemand qui est du début du 19e, donc à peu près à la même époque que Gauss. Et à la fin de ma lecture, donc qui est vraiment, c'est un peu leur vie avec des vies très aventureuses, enfin surtout pour Humboldt, j'ai vraiment eu envie de me dire, mais qu'est-ce qui était inventé, qu'est-ce qui était vrai, et je suis allée, alors que je suis pas nécessairement très férue je suis pas aussi férue de précision que toi, je pense. En revanche, je suis allée sur internet, je suis allée voir la biographie de Humboldt, et j'ai regardé ce qui était vrai et ce qui n'était pas, et je me suis rendu compte que l'auteur avait réussi à créer une histoire avec beaucoup de fiction, mais aussi beaucoup d'éléments réels. Et en tant que lectrice, ça m'a fait super plaisir. Et je pense que si il y avait eu... Parce que j'ai retrouvé des personnages, il a eu un compagnon d'exploration avec qui il a découvert plein de nouveaux endroits, enfin, et ce compagnon n'est pas fictif, enfin, il a vraiment existé. Alors bien sûr, il leur a inventé une relation dont sans doute on ne savait pas grand-chose, et il lui a donné la vision du romancier, mais j'ai trouvé super. Et j'étais toute contente de dire « Ah, mais il existait vraiment, et il est vraiment allé là, et à telle année, il est vraiment allé là, et il a vraiment eu ses enfants, cette femme-là, c'était bien la sienne. » Enfin, voilà. Et en effet, c'est la petite cerise sur le gâteau de dire que l'auteur a vraiment fait le job, quoi.
Ça, je trouve ça chouette. Et donc, bon, je te rejoins malgré tout, même si je suis un petit peu... Je vais moins me perdre dans le terrier du lapin, je pense, mais il faut quand même un minimum, quoi. Ouais. Asseoir. Mais t'as raison, son ce truc. plaisir, il est réel. Il n'y a qu'à voir les gens qui font des pèlerinages Harry Potter sur une histoire Clairement. qui n'existe pas. Clairement. Mais les lieux, eux, notamment de tournage, existent. Ou Outlander. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, ou Outlander, t'es tellement content. Bon, Outlander, il y a aussi ce côté, il y a eu les films, Harry Potter aussi, c'est vrai, mais je pense même sur les romans, ouais. Sur les romans, les endroits qui sont vrais, alors surtout quand il y a une aura comme ça de mystère ou un lieu particulièrement extraordinaire, t'as envie d'aller voir. C'est ce côté immersif que je recherche. Il y a une petite plus-value, un petit truc en plus qui me plaît. Mais moi. c'est vrai. Et ça fait plaisir en tant que lecteur de dire... Alors moi, j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, après avoir lu La Dormeuse, soit après l'avoir lu, ils m'ont dit « Ah, je suis jamais allée à Pompéi, ça me donne vraiment envie d'aller. » Ou des gens qui m'ont dit « En le lisant, ça m'a tellement rappelé Pompéi, etc. » Et dans les deux cas, c'est un chouette compliment. Parce que, voilà, tu te dis « Bon, t'as réussi justement ce test de la vraisemblance et de l'immersion et de plonger ton lecteur dans un décor qui existe, même si peut-être il n'existe pas, peut-être il existe, mais voilà, en tout cas t'as réussi à donner une cohérence et une vraisemblance, et ça c'est cool, donc ça vaut le coup de se casser la tête. Bon, on n'a pas fait le tour, mais on va gentiment arriver au bout de notre épisode parce que c'est comme la recherche en elle-même, on pourrait y passer des heures et des centaines d'exemples. Faire le tour c'est difficile, mais on a pas mal balayé, il me semble. Ouais. On va conclure. Concluons. Donc, faites des recherches pour vos romans. Bon. Moi j'ai pas de mal à vous convaincre, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est aussi pour découvrir d'autres milieux, d'autres mondes, etc. Et donc faire des recherches permet de découvrir aussi, de rencontrer d'autres gens. Bizarrement, écrivain c'est un métier solitaire, mais il y a moyen d'aller justement au contact de gens que tu ne rencontrerais pas forcément. Donc pour moi c'est une des motivations aussi. Laissez-nous en commentaire ou contactez-nous pour nous dire comment vous envisagez les choses, ou en tant que lecteur, est-ce que vous appréciez ce côté-là qui est un peu geek de certains écrivains. Je sais pas si c'est geek, c'est... Ouais, pour ma part, quand tu vas chercher le nombre de grammes de poudre qu'il y a dans ta munition... c'est pas tant geek, c'est obsessionnel, mais bon, ça, je veux dire, on me pardonne, non mais il faut dire les mots, je veux dire, voilà, bon, chacun ses niveaux, c'est... Quelle est la taille du sabre laser Prends tes gouttes. Bon, on a eu beaucoup de plaisir en tout cas à enregistrer cet épisode. Laissez-nous vos idées, vos commentaires par rapport à la thématique. Parlez de l'épisode autour de vous. Toujours, on vous le dit un petit peu à chaque épisode, mais c'est important pour nous. Abonnez-vous. La majorité des gens qui nous écoutent ne sont pas abonnés a priori, donc comme la plupart des chaînes, mais c'est important pour notre visibilité, ça donc soigne l'algorithme. N'hésitez pas à faire le petit pouce et à parler vous abonner aussi sur les réseaux. On a un site et puis on est essentiellement actif sur Insta, Duo de Plume tout attaché. Vous nous trouvez, abonnez-vous, suivez-nous et venez discuter avec nous, ça nous fera plaisir. À bientôt Catherine. À bientôt Cyril. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau, par moments il est très lent, par moments il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.